Écoutons cette vidéo très intéressante que je vous invite à partager. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Je vous demande d'écouter et de dire ce que vous pensez d'abord en commentaire. On va se retrouver à la fin pour que je conclue. Bien, permettez qu'au-delà de la norme, oui, que l'on vous restitue les soubassements qui permettent d'expliquer ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle. Oui. Et plus précisément le massacre institutionnel. Hein? La mise sous boisseau de la démocratie. Deux tranches de l'histoire méritent d'être relevées. Allez-y. Très bien. En fin d'année 2001, l'Assemblée nationale décide de modifier son règlement intérieur. Et dans l'une des dispositions, on institue la procédure de la validation des mandats. C'est-à-dire qu'un député, après avoir été élu, ne peut occuper son siège qu'au terme de l'examen du communiqué du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui lui demandait de fournir un certain nombre de pièces complémentaires. Si une seule pièce manquait, son mandat est invalidé. Alors, chose curieuse, la Cour suprême, statuant en lieu et place du Conseil constitutionnel de ce jour, qui vraiment pour moi ne nous donne pratiquement pas de satisfaction, et qui est la source de tous les problèmes juridiques et démocratiques que nous avons en matière électorale. Cette Cour suprême, statuant en lieu et place du Conseil constitutionnel, pilotée par le président Dipanda Mouele, a fait de très bonnes choses en cette matière. Qu'est-ce que la Cour suprême avait dit? Le Conseil constitutionnel transitoire. Primo, il constate qu'on est en train de contrôler a posteriori le mandat qu'il a validé à travers cette procédure de validation des mandats. Et le Conseil constitutionnel a donc dit que cette loi est non conforme à la Constitution. C'est l'un des rares bourgeons de jurisprudence que nous avons en matière de justice constitutionnelle. Oui. Et à l'article 50 de la Constitution, il y a deux alinéas très importants. L'alinéa premier qui dispose que les décisions prises par le Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités. Alinéa 2. Une décision déclarée non conforme à la Constitution ne peut être ni promulguée, ne peut pas être promulguée ni appliquée. Je vous assure qu'en dépit de l'inconstitutionnalité déclarée par le Conseil constitutionnel, le président de la République a publié, a promulgué cette loi. Oui. C'est donc pour vous dire que le président de la République n'a aucun égard à l'égard de la Constitution. Première tranche de l'histoire. Oui. Deuxième tranche de l'histoire, avant de répondre à votre question, les droits au but. Dans les années 90, j'ai été étudiant en France. Nous avons tous assisté à Mondovision, à quelque chose d'assez dramatique. La révolte du peuple roumain qui a immédiatement précipité la chute et l'exécution de Nicolas et Elena Ceausescu. C'est ce que l'on a appelé les vents d'Est. Alors, François Mitterrand, à l'époque président de la République, qui dirigeait le précaré, a demandé à réunir les chefs d'État africains à la Baule, à 60 km de Nantes, et lui leur a dit, faites très attention. Faites très attention. Déverrouillez vos régimes et démocratisez-les. Pendant que, au Bénin, on a assisté à un phénomène assez curieux. Il est dit d'ailleurs, un dictateur, Mathieu Kérékou, qui s'est réinventé, a laissé jouer le livre démocratique, le jeu démocratique. C'est pour ça d'ailleurs que le Bénin a été présenté à une certaine époque comme le chantre de la démocratie, et même en matière de justice constitutionnelle. Oui. Chez nous, il a fallu attendre 6 ans pour que l'on révise la Constitution de 72, en procédant à la limitation des mandats. Le président de la République s'est maintenu par des élections anticipées. Il y a eu la tripartite lorsque l'opposition a voulu mettre fin à ce pouvoir éternel. Oui. Et un consensus a été arrêté. Limitation des mandats, on lui a concédé 7 ans renouvelables une fois. En 2008, éclatent les émeutes de la faim. Voyons que son mandat va s'achever en 2011. Et pendant que le peuple était un peu distrait, dans la répression qui s'en est suivie, parce qu'on a vu les émeutes de la 8, moi-même j'ai failli y trépasser. Oui. J'allais à l'université à Soie. Heureusement que les jeunes qui étaient en furie m'ont reconnu, qui m'ont dit, professeur, au niveau de la poste centrale, parce qu'il faut dire ça aux Camerounais, la poste centrale était envahie.
Pendant donc que les gens étaient distraits, subrepticement, on a fait sauter le verrou de la limitation des mandats pour instituer le mandat ad vitam aeternam. Voilà donc autant de choses qui plantent le décor aussi bien depuis 90 de la confiscation du pouvoir et par rapport au deuxième élément historique, de la non prise en compte de la Constitution. Vous voyez donc que nous vivons dans un contexte où la Constitution devient un instrument. Et c'est justement dans cette lignée, c'est justement dans cette veine que ce que l'on subodorait et qui nous était indiqué par des influenceurs du régime, qui d'ailleurs, on le constate, ont pris la place du ministre de la Communication, nous avons assisté à cette histoire de l'institution d'un poste de vice-premier ministre. Alors, vous posez le problème. Vice-président. Vice-président de la République. Venons-en au fait. Alors, venons-en à sa légalité. Moi, je vous dis, je crois d'ailleurs avoir fait des tribunes. Une tribune là-dessus, mais je vais expliquer ça en langage terre à terre. Terre à terre, très bien. Terre à terre. Très bien. L'esprit d'une constitution est déjà détecté au niveau du préambule. Le préambule de la Constitution demande au président de la République d'instaurer une nation, une paix des cœurs. Or, nous savons que la société camerounaise est fracturée et fracassée, on le sait. L'élection présidentielle de 2025 a atteint son apogée. Oui. Nous n'avons jamais vécu pratiquement cela, même en 92 avec John Fundi, ce n'était pas cela. Vous savez que j'ai été un acteur politique à côté de Issa Chiroma Bakari. En effet. C'était d'abord Maurice Kamto et puis Issa Chiroma Bakari. Nous savons tout ce qui s'est passé sur le terrain et que les Camerounais fassent très attention parce que l'enfer sera saturé dans ce pays. Parce qu'au-delà, nous allons tous mourir et nous rendrons compte. Alors, sur l'inconstitutionnalité de ce poste-là, mais la Constitution est très claire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Alors, quand vous instituez un poste de vice-président de la République et qui a la possibilité de vous remplacer sans qu'il ne soit élu, non, il ne bénéficie plus de la légitimité populaire. Là, vous mettez sous le boisseau la volonté du peuple. C'est la souveraineté du peuple qui est mise ici entre parenthèses. Un argument massif. Celui qui veut devenir le président de la République, comme d'ailleurs nous sommes en train d'y aller, avec ce vice-président qui sera nommé de manière discrétionnaire, sans débat national. Là, vous avez vu ce passage en force du pouvoir. Il n'y a jamais eu de débat national. L'Assemblée nationale, c'est devenu une chambre d'enregistrement. Le peuple n'a plus voix au chapitre. Certes, le président de la République a la possibilité de convoquer le Parlement en congrès pour réviser la Constitution. Mais l'article 64 a balisé le champ de la révision constitutionnelle en disant clairement qu'aucune révision ne peut être retenue, je cite, lorsqu'elle porte atteinte au principe démocratique. Le principe cardinal de la démocratie, c'est lequel? C'est l'élection du dirigeant. Alors, tout à l'heure, dans un débat... Vous allez chuter, professeur. Vous chutez. Et là, je vais donner des arguments aux collègues qui n'ont pas pu contrer un autre collègue qui n'est pas juriste, mais qui s'improvise juriste parce qu'il sait tout. Vous parlez de qui? Il a lu l'article 2, alinéa 2 de la Constitution, en disant que les autorités chargées de diriger l'État sont élus au suffrage universel, sauf disposition contraire de la Constitution. Et a dit que, in fine, cette notion de sauf disposition antérieure de la Constitution suffisait à valider. Je dis non, mais laissez le droit aux juristes. Parlez de ce qui relève de votre champ de compétences. La politique ne devrait pas vous amener à perdre votre âme. Dans la Constitution, il y a un distinguo. Les autorités qui bénéficient de la légitimité démocratique et celles qui bénéficient de la légitimité légale rationnelle. L'article 8, alinéa 10 de la Constitution, dispose clairement que le président de la République peut nommer aux emplois civils et militaires. Et à l'article 10, il est clairement dit que le président de la République nomme le Premier ministre et les ministres. Ça veut donc tout simplement dire que cette disposition, article 2, alinéa 2 de la Constitution, fait le distinguo entre celui qui exerce la fonction présidentielle, comme c'est à quoi on voudrait nous mener, le vice-président, et on sait pourquoi on en viendra sur les soubassements, et les autorités nommées. Il faut donc faire très attention. Nous, les universitaires, nous avons, et j'ai d'ailleurs commis une tribune là-dessus. Nous, les universitaires, à soi là, nous avons une énorme responsabilité historique. Il faut savoir dire la vérité. Et comme le disait
mon frère Amougou Belinga, Zomloa, Oui. que les gens sachent que le monde peut changer. Et il va changer. D'accord. Que les gens... Biya est un homme qui ne comprend que par la révolte. Que par la révolte, Oui. la violence. C'est qui veut dire? Vous voyez, M. Dato vient de l'Ouest. L'Ouest a vomi le président en octobre. Vomi, littéralement. Le président du Sénat, il est toujours du Nord, certes, du Septentrion, certes. Mais le Septentrion l'a aussi vomi. Les chiffres sont là. Même les propres chiffres du gouvernement ou qu'ils ont galvaudé pour dire que c'est eux qui ont gagné. Même avec ces marches. Alors vous voyez que ceux qui applaudissent tous les jours, Biaoui, centre, sud, est, littoral de l'aîné Limbi, j'enlève le Vouri qui est cosmopolite. Ils sont où? Ils sont où? Ça c'est la première leçon, que le peuple comprenne. Que Biya ne respecte que ceux qui s'opposent à lui violemment, Qui l'effraie. qui lui disent non, avec toute la verdeur de l'affaire. La deuxième leçon, c'est ceux qui se retrouvent dans l'air Ekambeti, là. Les gens qui s'appellent Ekambeti. Je ne sais pas ce que ça veut dire. De toutes les façons, je les appelle l'air de la forêt, l'air forestière, puisqu'on a 3 ou 4 airs. Centre, sud, est. C'est eux qui ont retardé le changement. Parce qu'ils estiment qu'ils ne savent pas comment, qu'est-ce qui leur adviendrait au cas où leur frère Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Comme si Ahidjo, lui, il était pelé du cerveau quand il a décidé en 82, le 4 novembre, de dire je suis fatigué, je pars. Lui, il était un homme du septentrion. Il a pris le pouvoir, il l'a donné à quelqu'un d'autre qui n'était pas de l'ère septentrionale, donc de l'ère des pays du sable. Alors eux, ils pensent qu'il faut continuer à soutenir un individu qui est de leur ère, malgré qu'il fasse mal, malgré qu'il plonge le pays dans la gadoue. Ils trouvent que non, il faut seulement qu'il reste là, parce qu'il est leur frère, qu'il leur apporte en bien ou en mal, que, peu importe pour eux, qu'il reste là. Le Cameroun peut attendre. Voilà la deuxième leçon pour ceux-là, centre, sud, est, qui pensent qu'il est bon que l'un de leurs soit toujours là, même s'il ne fout rien. La deuxième leçon. La troisième leçon que je voudrais que le peuple retienne de cette affaire de Théodore Dato à l'Assemblée nationale et de Aboubakari au Sénat, qu'ils comprennent une chose. Il n'y a que 2 tribus au Cameroun. Pour ceux qui disent le Bamileke tribalise, les petits tribalisent, les anglophones, les machins, ça n'existe pas. Il n'y a que 2 tribus au Cameroun. La tribu des gens de Paul Biya qui nous maltraitent, qui sucent le Cameroun comme des sangsues. Qu'ils soient de l'ouest, de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest et tout, c'est les mêmes gens. C'est une seule tribu. C'est-à-dire ceux qui mangent et qui sucent le sang des Camerounais. Et la tribu de ceux qui sont sucés. C'est-à-dire le bas peuple, qui a besoin d'avoir quelque chose dans l'assiette, qui a besoin d'avoir des bonnes routes, qui a besoin du courant, de l'électricité, qui a besoin de l'eau qui coule au robinet, de l'eau propre qui coule au robinet. Vous voyez donc, quand ils se retrouvent entre eux, ils ne distinguent pas que celui-ci est de l'ouest. Celui-ci est du nord-ouest et qu'on doit l'ostraciser. Il distingue seulement un. Est-ce qu'il est avec nous, il fait mal comme nous? Est-ce qu'il n'est pas avec nous et donc il nous critique? Voilà les 2 races de personnes. Voilà comment ils fonctionnent. Donc les Camerounais comprennent cela. Que quand on parle d'un pays, il faut nous éviter les affaires de... Ils sont bamileke, ils sont anglophones, ils sont ceci, ils sont cela. Maintenant, l'autre élément, le 4e élément que je voudrais que le peuple observe dans cette affaire, c'est que nous sommes dans un jeu de chaises. Un jeu de chaises que le président a bien voulu jouer. Et je crois que le peuple doit comprendre que le président ne tient plus rien. Et peut-être dans le peu de temps qu'il a dans la journée, où il peut être lucide, il a réussi à faire... Il a réussi... Ferme ta gueule, Il a réussi... Non, Jean-Robert Wafo, le président est lucide. Il a réussi dans ce petit moment de lucidité dans la journée à concéder à ceux qui ont une influence sur lui, sur sa vieillesse, ce jeu de chaises. Je finis par là. Monsieur Dato, bon, on n'a pas besoin de vous rappeler d'où il vient. Quand je dis d'où il vient, ça ne s'agit pas de sa région. On parle de son réseau qu'il a amené là. Vous comprenez? Et on peut imaginer les influences, l'influence suprême autour du président, qui est celle que l'on connaît. C'est Chantal Biya. Vous comprenez? Le président du Sénat,
On sait aussi, parce que les gens, j'ai vu des gens qui parlent certainement du secrétaire général, la présidente de la République. Je crois que le président a donné l'impression au secrétaire général, président de la République, il lui concédait que le président du Sénat, du moins l'actuel, puisse arriver là. Non, mais le président de la République connaissait ce jeune homme. Il était jeune homme encore, quand son père était encore le tout-puissant Lamido de Rebouba. Donc il a vu grandir le président du Sénat. Donc il est son fils en fait. Comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le président joue sur des paliers. Il sait qu'il ne contrôle plus le personnel politique. Comment faire donc pour contrôler dans sa vieillesse et dans son, comment dire, dans son incapacité physique, ce personnel-là? Il utilise plutôt ses collaborateurs proches pour piper des personnels qui valent la peine et s'assurer que lorsque ça flanchera, il saisira ses collaborateurs qui saisiront cela pour pouvoir avoir une note. Donc nous sommes dans une affaire de tromperie où un chef de l'État n'arrive plus à diriger un pays et il dirige par procuration. Et il nous donne le résultat que nous avons. Parler de ça en termes de leçons pour le peuple qui lésine encore, ou le peuple qui est encore dans l'attentisme en pensant qu'un sauveur viendra du ciel pour venir le libérer de ce régime nécrophage que nous avons. Je crois que ça c'est un autre signe pour que le peuple comprenne. Il ne s'agit pas de Kanto ou de Chiroma ici. Je veux juste que le peuple comprenne la première leçon de ces deux nominations parce que c'est des plus fermés. Le pouvoir, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président, ce n'est pas un général. Le pouvoir, c'est un système qui décide à votre place. Un système qui contrôle trois choses. La force, l'argent et le récit. La force lui sert pour faire taire. L'argent lui sert à acheter. Le récit lui sert à convaincre. Donc si vous contrôlez la police et l'armée, vous contrôlez la peur. Si vous contrôlez l'argent, vous contrôlez les loyautés. Si vous contrôlez le récit, vous contrôlez les esprits. Voilà le pouvoir. Maintenant, c'est quoi son moteur? Le moteur du pouvoir, ce n'est pas l'amour du pays, ce n'est pas l'idéologie et ce n'est pas la morale. Le moteur du pouvoir, c'est la survie. Un pouvoir veut durer toujours. Il peut changer de discours, il peut changer de visage, il peut changer de slogan, mais il ne change jamais d'instinct à rester en place. Et pour rester en place, il utilise trois leviers simples. Diviser, effrayer et fatiguer. On divise pour empêcher l'unité, on effraie pour empêcher l'audace et on fatigue pour empêcher l'action. Quand les gens sont divisés, ils débattent entre eux. Quand ils ont peur, ils se taisent et quand ils sont épuisés, ils abandonnent. Et maintenant, la question la plus importante, quelle est son énergie? Son énergie, ce n'est pas les tanks, ce n'est pas les discours et ce n'est pas les lois. Son énergie, c'est l'obéissance. Un pouvoir ne tient pas parce qu'il est fort, il tient parce que la majorité accepte de ne pas le défier. Par peur, par intérêt, par résignation, par habitude. Un régime peut survivre à la colère. Il ne survit pas à la lucidité collective. Voilà pourquoi le pouvoir travaille sur les perceptions. Il ne veut pas que vous compreniez le mécanisme. Il veut que vous vous disputiez les détails. Il préfère que vous critiquiez des personnes plutôt que de comprendre la structure. Parce que tant que vous voyez un visage, vous ne voyez pas le système. Et tant que vous ne voyez pas le système, vous ne comprenez pas que le pouvoir est une relation. Le pouvoir existe parce qu'il est accepté, toléré, normalisé. Quand la peur devient inefficace, quand l'argent ne suffit plus, quand le récit ne convainc plus, le pouvoir vacille. Et le moteur cale. Mais tant que l'énergie circule, à peur, silence, division, le moteur, il continue de tourner. Alors, la vraie question n'est pas qui est le pouvoir. La vraie question est pourquoi fonctionne-t-il encore? Et la réponse est brutale. Parce que son énergie, c'est nous. Comprendre cela, ce n'est pas un appel au chaos, c'est un appel à la lucidité. Un pouvoir fort n'est pas celui qui frappe, c'est celui qui n'a plus besoin de frapper. Et ça,
c'est le plus dangereux des pouvoirs. Alors, j'ai trouvé que cette vidéo était très intéressante, très enrichissante. Je vous invite à dire ce que vous pensez. Je précise encore, je suis pas le détenteur des droits d'auteur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous d'abord. Ensuite, dites ce que vous pensez en commentaire. Laissez vos commentaires, je vais lire, je vais vous répondre. Et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao.